Petit problème technique se règle. Je vais en profiter pour vous présenter nos invités de cette table ronde. Et je vais commencer par celui qu'on ne présente plus, Gérard Klein, ici présent. Alors Gérard, vous regarderez sur Internet parce que je ne vais pas tout pouvoir dire tellement c'est immense ce qu'il a fait, mais juste pour vous donner quelques points de repère, Gérard est le créateur et il a dirigé pendant très très longtemps une immense collection de science-fiction qui s'appelle Ailleurs et Demain, une collection aux jolies couvertures argentées ou dorées. Vous en trouverez de nombreuses en librairie. Si vous passez, vous ne pouvez pas les rater. Et aussi, j'y tiens beaucoup, la collection science-fiction de livres de poche. Publié encore plus de titres et dont je suis au moins aussi fier que pour Ailleurs et Demain. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Il est également auteur, sous deux noms, Gérard Klein et Gilles d'Argir. Il est également économiste, prospectiviste. Il a marqué de son empreinte la science-fiction française. Certains le surnomment même Dieu. Je rappelle que mon immortalité est provisoire. Et il est également un immense préfacier. Combien as-tu fait de préfaces, Gérard? Oh, certainement plus de 100, probablement moins de 500. Non, 300 peut-être, préface article, ça. J'ai essayé de faire une biographie, je me suis arrêté à 250 par pure paresse. À la droite de Gérard, nous avons David Jarry. Bonjour. Donc David est chercheur à l'université de Lausanne, où il travaille sur la science-fiction japonaise, ce qui tombe bien puisque ça va être la thématique de cette table ronde. David parle japonais, a vécu au Japon, est passionné de la science-fiction japonaise et en fait son métier, ce qui est quand même extraordinaire de pouvoir faire ce dont on est passionné. C'est ça, exactement. Je suis en train de terminer une thèse de doctorat à l'université de Lausanne qui est consacrée aux franchises de science-fiction contemporaine japonaise et plus particulièrement à la représentation des technologies de ce que j'appelle le prothétique, donc en opposition au robotique ou au nucléaire au Japon. Et puis l'idée c'était aussi en partie de constituer une sorte de fil rouge peut-être autour de mes recherches pendant cette présentation ici, puis d'avoir les commentaires de mes éminents co-intervenants. Et donc je suis aussi cofondateur du Unil Game Lab, donc le groupe d'études sur le jeu vidéo de l'université de Lausanne. Je m'intéresse aussi beaucoup aux pratiques ludiques et aux engagements corporels en fait à travers le jeu. Si on n'a pas les images, je peux tout à fait faire sans. Et enfin, Laurent Jeunefort, auteur, célèbre auteur, a publié plus de 40 romans, décidément, multiprimé, Grand Prix d'Imaginaire, entre autres choses. Laurent vient de sortir il n'y a pas très longtemps le troisième tome de Spire. Et lorsque vous irez en librairie, vous noterez qu'il a un illustrateur extraordinaire pour mettre en avant ses textes très puissants qui s'appelle Manchu. Manchu, oui. Et donc Laurent, si tu veux nous dire quelques mots. Non, tu as bien résumé la situation. Et donc Laurent est fan de manga et de science-fiction japonaise. Ah oui, en vrai, mais je vais juste intervenir comme amateur, quoi, c'est tout. J'ai aucun domaine de compétence particulier dans le domaine, je suis juste lecteur, ça m'a juste forgé au même titre que les auteurs américains et français, quoi. Mais justement, on peut lancer la discussion par cette remarque-là. La science-fiction japonaise est arrivée pour beaucoup d'entre nous, en tout cas les plus néophytes d'entre nous, par le biais de ces images, de ces mangas, de ces films. Je pense à Ghost in the Shell en particulier. Bien sûr, oui. Disons, en tout cas, moi, mon processus de réflexion quand je suis arrivé à mon projet de recherche, ça c'est de manière assez amusante, ça s'est fait par la question nationale. J'ai commencé un travail de recherche en haute étude internationale où je me suis beaucoup intéressé en fait à la diplomatie publique japonaise et je suis tombé sur énormément de discours de diplomates japonais
au début du XXIe siècle, qui défendait l'idée que le Japon, sa spécificité, on est dans un discours d'essentialisme culturel, c'était l'harmonie avec les robots, l'harmonie avec les techniques, l'harmonie avec la machine. Et puis, ça se confrontait complètement en fait avec ma consommation à moi de la science-fiction japonaise, d'œuvres comme par exemple Ghost in the Shell ou de Akira, qui au contraire, s'il y a bien une chose que ces œuvres défendent, c'est des rapports beaucoup plus complexes en fait face aux techniques et aux technologies. Et puis, en remontant un tout petit peu à la source, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire en fait donc je travaille en histoire culturelle en fait, je m'inscris dans le champ de l'histoire culturelle et puis j'essaye de m'opposer à l'idée, disons l'histoire japonaise a beaucoup été écrite en fait avec une idée de rupture où on pense énormément, les historiens japonais mais aussi certains historiens francophones, on aime créer des catégories, voilà, on aime créer des ères, des moments et j'ai essayé d'avoir une approche qui cherche plus à montrer des phénomènes de continuité plutôt que des phénomènes de rupture. Et puis les projets gouvernementaux, les discours du gouvernement et de la nation sont souvent des axes très intéressants qui montrent en fait des continuités qui vont affecter aussi les imaginaires technologiques japonais. Et un axe pour moi très important, et là on va faire un grand mouvement vers l'arrière, j'espère que vous avez les retours slides sur le côté, je suis navré pour ce qui est écrit, peut-être un petit peu trop petit pour ceux qui sont au fond, mais voilà, je suis tombé sur cette notion centrale au militarisme japonais de la période de guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale et la guerre du Pacifique, qui est la notion de kokutai. Je vous ai mis ici les sinogrammes, qui sont donc deux sinogrammes. Le premier étant koku ou kuni, le pays, et puis tai, ou karada, qui est le corps, qui est là le sujet donc des utopiales, le corps national, qui est en fait l'idéologie militariste japonaise sur laquelle se base justement l'idéologie disons de cette période, cette idée en fait que le corps de l'empereur c'est le corps des individus japonais. Donc ce qui arrive au corps de l'empereur est répercuté immédiatement sur le corps de la population du peuple japonais. C'est ce qui va faire notamment que les Américains, lors de l'occupation alliée, vont décider, et ça c'est la deuxième photo que je vous ai mis ici, la deuxième représentation que j'ai mis ici, vont décider de ne pas juger l'empereur. Ce qui est contraire à ce qui se passe par exemple à Nuremberg, puisqu'on réalise qu'en fait si on atteint la personnalité de l'empereur, si on touche au corps de l'empereur, on prend un grand risque de révolte interne dans le pays. J'aime beaucoup cette photo, enfin cette photo est très impressionnante puisque très probablement elle a été prise au moment où l'empereur Showa vient rencontrer le général MacArthur qui dirige les forces alliées et l'empereur vient d'apprendre que probablement il ne va pas être exécuté ou il ne va pas être jugé, que son nom ne va même pas apparaître pendant les procès de Tokyo. Et ce qui est intéressant qui va se passer dans ces liens entre corps, nation et imaginaire des technologies, c'est que les forces d'occupation, et les Américains plus précisément, vont utiliser ce kokutai, cette idéologie du corps national, pour remodeler le corps de l'empereur. C'est la deuxième photo que je vous ai mis ici, où on va le faire déambuler. On va passer d'un empereur qui était invisibilisé, donc on ne montrait pas pendant la guerre, ou très peu, à un empereur qu'on va pavaner dans l'intégralité du Japon pendant un long tour justement et qu'on va aussi transformer, c'est-à-dire on va l'habiller, vous pouvez, alors la photo est peut-être un petit peu petite pour ceux qui sont derrière, mais on lui met un petit chapeau melon, on l'habille en costume, et puis la presse japonaise va même parler de lui comme le ballet. On va dire, parce que tout simplement toutes les rues dans lesquelles il va passer, on va nettoyer en fait pour préparer justement, on va nettoyer les décombres de la guerre. Mais au-delà de ça, et c'est peut-être aussi ça qui va m'intéresser, c'est que dans la suite en fait, les médias vont montrer l'empereur, vont aussi procéder à cette remodélisation du corps de l'empereur en passant par la science et les techniques. Et notamment on va très régulièrement, voire même intégralement, le montrer en train de consulter des documents, des livres, dans des laboratoires, en train de faire de la recherche, pour justement créer en fait une sorte d'adéquation
entre une nouvelle idéologie qui se compose dans l'après-guerre japonaise, à partir donc des années 50, qui est l'idéologie, je passe un peu plus rapidement les slides pour après peut-être ouvrir sur la discussion. Je vous ai mis ici les indications, donc il y a une idéologie du Kagaku Gijutsu Rikkoku, la reconstruction nationale par la technologie. Et c'est en ça justement que je vous parlais de cette idée de continuité, c'est-à-dire, alors on n'aura peut-être pas le temps de passer à toutes ces étapes, mais il s'agit réellement d'un discours gouvernemental qu'on va retrouver encore à l'heure actuelle. On va systématiquement en fait remotiver dans les discours gouvernementaux l'unification japonaise à travers en fait cette notion de l'union par les sciences, l'union par la technologie, avec